Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'information. Nous répondrons à toutes vos questions dans la dernière partie de cette émission. Les MICI, les maladies inflammatoires du côlon, on n'en parlait pas ou peu et brutalement on s'aperçoit que des dizaines de milliers de Français en souffrent. Souffre est d'ailleurs le bon mot, puisqu'il s'agit de maladies qui handicapent fortement la qualité de vie de ces malades, qui multiplient les consultations face à des médecins qui étaient un peu démunis de solutions thérapeutiques. Les choses sont en train de changer depuis quelques années avec des anti-inflammatoires réellement efficaces. S'ajoute à cela une meilleure connaissance du tube digestif, loin d'être un banal tuyau, mais plutôt un organe complexe. Ce n'est pas une caricature, nos invités vont même le démontrer. Avec nous ce soir, un habitué de cette émission, le docteur Philippe Gottsberg, qui est gastro-entérologue à Paris. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Docteur Antoine Blin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également gastro-entérologue au célèbre IMM, l'Institut Mutualiste Montsouris. Et vous êtes un spécialiste de ces MICI. Alors on va apprendre beaucoup de choses ce soir, je vous le promets. Et comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez dès maintenant les poser à nos invités grâce à la boîte de dialogue située en dessous de votre écran. Alors Antoine, cette prise de conscience du nombre de MICI, est-ce que c'est par des MICI est-ce que c'est parce qu'on les cherche qu'on les trouve ou est-ce qu'il y en a plus ? Un peu les deux. Sûrement la technologie, l'endoscopie, la vulgarisation des examens a fait qu'on en dépiste. Parfois même on en trouve sans le faire exprès, sans chercher. Mais aussi c'est une maladie qui augmente en fréquence. Qui a augmenté. On parle de 100 000 à 250 000 en France, selon les statistiques. Je trouve ça un peu léger. C'est pas le même chiffre quand même. Vous n'avez pas un chiffre plus précis, vous ? C'est pas beaucoup plus précis que ça, mais les chiffres officiels, c'est 150 000 à 200 000 actuellement. Ouais. Voilà. Donc beaucoup de monde, ça veut dire que la probabilité que nos confrères non généralistes y soient confrontés, c'est important. Très important. On dit qu'elles sont en augmentation, on a une idée, c'est les circonstances diététiques, environnementales qui ont changé ? On ne sait pas bien. Ce qu'on a montré en France, c'est une augmentation de fréquence de la maladie de Crohn et plus récemment, ce qui est plus impressionnant chez les adolescents, une augmentation des deux maladies, à la fois la rectocolite et la maladie de Crohn, assez importante. Alors pourquoi environnemental, probablement multifactoriel. On n'a pas encore de... Alors il y a une hypothèse, Philippe, quand je dis que le tube digestif n'est pas un tube inerte, je n'exagère pas, on peut même dire qu'il est bien habité. Un mot sur ce microbiote dont on découvre chaque jour un peu plus les fonctionnalités. Alors c'est parmi effectivement les pistes de recherche dans la compréhension de la maladie, c'est l'ensemble des organismes vivants qui habitent nos tubes digestifs et qui sont regroupés sous le terme générique de microbiote. Ça fait partie de ces éléments dont la meilleure connaissance va permettre de mieux comprendre les maladies, plusieurs maladies, y compris les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais il y a, à partir de l'épidémiologie qu'a cité Antoine Blin, des éléments environnementaux qui peuvent agir sur le microbiote, mais d'autres éléments dans la diététique, les rencontres avec les toxiques. Et on voit la fréquence de la maladie de Crohn augmenter dans des pays qui étaient appelés autrefois émergents, par exemple. On a des chiffres actuellement en Inde qui montrent que dans les populations aisées de l'Inde, et c'est un bon échantillon parce qu'ils sont extrêmement nombreux, on a une augmentation également de la fréquence de la maladie de Crohn dans les populations les plus jeunes. Donc cette hypothèse séduisante qui a été avancée pour les MICI, un déséquilibre dans la composition de la flore intestinale, c'est quelque chose de solide. C'est un des paramètres, mais disons que pour le mécanisme des maladies inflammatoires, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes endogènes et des mécanismes exogènes. Dans les mécanismes endogènes, il y a des données génétiques qui constituent des gènes de susceptibilité. Il y a peut-être des éléments suffisants pour penser que le microbiote intervient. C'est pour ça qu'on commence à avoir des protocoles de recherche pour essayer de modifier ce microbiote comme des greffes de microbiote, mais ça reste extrêmement préliminaire avec des données qui actuellement n'ont pas de traduction en pratique clinique. Mais c'est une piste de recherche effectivement intéressante. Qu'est-ce que tu as dans le ventre ? C'est pas une formule triviale, c'est même le titre de votre dernier bouquin, qui est paru aux éditions Hachette. Vous nous racontez que 1000 milliards de microbes, 2 kilos dans le ventre. C'est très d'actualité le microbiote. C'est parce qu'il y a des bouquins à succès comme le vôtre ou c'est parce qu'il y a vraiment une vraie nouveauté ? La nouveauté, elle vient des outils que l'on a eus pour l'étudier. C'est-à-dire qu'autrefois, on avait une vision un peu globale. Et puis maintenant, on dispose de sondes moléculaires qui ont permis de disséquer les différentes composantes et de s'apercevoir qu'elles étaient d'abord extrêmement variées, qu'on a découvert des organismes qu'on ne connaissait pas qui étaient présents dans le microbiote. Et on a pu aussi commencer toute cette étape, qui est toujours l'étape de compréhension au début des maladies, qui est cette botanique en classant les gens. Et quand on fait
des représentations graphiques avec des nuages de points qui représentent les différents microbiotes, eh bien, on s'aperçoit que le microbiote sain, le microbiote du colopathe, même le microbiote du cancer ou celui des maladies inflammatoires ne se superposent pas exactement. Vous êtes d'accord? Vous avez le même enthousiasme pour le microbiote? On a un vrai enthousiasme parce que on a le sentiment d'une discipline qui s'ouvre. On a le sentiment de débuter de la recherche dans ce domaine-là et que chaque année, les publications doublent dans ces domaines-là. Il va y avoir des spécialistes du microbiote clairement identifiés? Ça y est, il y en a. Il y en a en France. Il y a des. Ça reste des gastroentérologues? Oui, ça reste des gastroentérologues. Alors, deux entités, vous l'avez dit tout à l'heure, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. C'est une différenciation qui est uniquement due à la localisation des deux maladies? C'est pas très facile. C'est une description clinique qui fait qu'on différencie les deux maladies, mais on sait qu'il y a des colites indéterminées qui sont ni l'une ni l'autre, et on a des maladies qui passent de l'une à l'autre. Donc on n'a pas forcément aussi mais les maladies inflammatoires, est-ce qu'on pourrait dire que ça devient Crohn quand ça descend plus bas, ou rectocolite hémorragique, c'est uniquement... Non, on décrit une rectocolite hémorragique sur des données endoscopiques et histologiques. D'accord. Voilà. Mais bon, il n'y a pas une grosse différence dans la façon d'aborder. Exactement. Après, c'est ce que j'allais dire, c'est que les traitements sont à peu près les mêmes, l'arsenal thérapeutique est le même, et donc globalement, on prend en charge ces patients de la même manière. La différence fondamentale, c'est que le Crohn peut atteindre la totalité du tube digestif avec des lésions anales, alors que la rectocolite ulcéro-hémorragique n'atteint que le côlon. Mais il y a des formes de transition, une certaine perméabilité, des anticorps qui sont un tout petit peu différents, mais la prise en charge, effectivement, est similaire. Le grêle peut souffrir de maladies inflammatoires ou... Le grêle est atteint par la maladie inflammatoire, mais exclusivement par la maladie de Crohn. C'est d'ailleurs l'une des formes cliniques prédominantes dans l'atteinte. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'on ne savait pas pourquoi l'origine. Moi, j'avais toujours pensé que c'était une maladie auto-immune. C'est plus du tout considéré comme cela? Ça reste une maladie, enfin c'est considéré encore comme une maladie auto-immune. C'est déjà un début d'explication. Oui, c'est un début d'explication. On sait qu'il y a une composante génétique avec des familles à risque. On sait qu'il y a probablement un microbiote qui favorise dans certaines situations. Bref, on sait que c'est plusieurs facteurs qui font que tout d'un coup la maladie se déclenche. Après, alors c'est tout banalement une maladie inflammatoire, de toute façon, au total. Ouais. Dans les émissions grand public, j'ai l'habitude de dire, pour que les gens comprennent, ça vous est déjà arrivé d'avoir des aftes dans la bouche, c'est fort désagréable. Je dis, la rectocolite hémorragique ou le Crohn, c'est la même chose. Je me trompe ou c'est un peu ce que vous voyez quand vous allez voir de... En tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne explication que je donne aussi à mes patients quand ils disent que leur famille ne comprend pas, etc. C'est de dire, dites-leur d'imaginer ce qui se passe s'ils avaient des aftes plein le tube digestif, effectivement. J'emploie aussi parfois moi le terme quand l'atteinte est limitée au côlon. Je vous ai vu sourire là sur nos non, mais c'est parce que c'est très vrai et c'est finalement chacun dans notre coin. Chacun dans notre coin, on finit par trouver les mêmes trucs d'explication. Et j'utilise effectivement, comme Antoine Blin, l'aft. Pour la rectocolite, parfois j'utilise l'image du coup de soleil parce que c'est de la brûlure. C'est quelque chose qui est un tout petit peu plus continu. Pour expliquer l'inflammation. L'inflammation, c'est rougeur, œdème, douleur. Voilà. Après, elle est soit localisée sous forme d'aft, soit elle est plus étendue dans la rectocolite. Mais ça reste une maladie très Âge moyen de la découverte, vous avez dit tout à l'heure qu'on en trouvait chez l'enfant, mais l'âge moyen, c'est plutôt un peu plus tard. Âge moyen, traditionnellement, on disait 20-30 ans pour la maladie de Crohn, 30-40 ans pour la rectocolite hémorragique. Et en fait, avec l'expérience, c'est éminemment variable à tout âge. Et même chez les troisième âges. C'est peut-être comme certaines maladies qu'on met tellement de temps à les diagnostiquer qu'on a fini trop peur de dire qu'elles apparaissaient tard, mais si vraiment le travail était fait avant, on les a... Ah non. Le début d'une rectocolite hémorragique, c'est très symptomatique. Par exemple, pour la rectocolite hémorragique, c'est très très symptomatique et c'est difficile de passer à côté d'une rectocolite hémorragique. Homme-femme un peu plus de femmes dans la maladie de Crohn et une égalité entre hommes et femmes dans la rectocolite hémorragique. Bon, alors on l'a bien compris, douleur, diarrhée, c'est les deux signes qui doivent alerter, mais je vais vous dire, c'est quand même pas une originalité totale dans la clientèle d'un médecin. C'est pas très spécifique, effectivement. D'un médecin généraliste. Non, c'est pas très spécifique. Douleur, alors, il y a douleur diarrhée pose toujours le problème de la distinction avec des maladies infiniment plus courantes qu'est la colopathie fonctionnelle. Le côlon irritable. Le syndrome de l'intestin irritable.
C'est pour ça qu'il n'est pas inhabituel qu'il y ait un retard au diagnostic entre le moment du début des symptômes, voire lorsqu'on fait le diagnostic, c'est à l'interrogatoire, rétrospectivement, on recherche un élément préalable, enfin une histoire préalable d'une douleur identique, parce que la maladie a une caractéristique, c'est qu'elle évolue habituellement par poussée. Donc on ne fait pas forcément le diagnostic à la première poussée, et la notion de retrouver dans l'histoire du patient une poussée identique est un argument en faveur du diagnostic. Il y a bien sûr aussi les symptômes d'alerte. Les symptômes d'alerte, en dehors des symptômes classiques que sont l'altération de l'état général ou de la fièvre, il y a les saignements. Quel qu'ils soient, leur présence doit conduire à un On reste examen dans du d'exploration. digestif, mais j'ai vu que dans 25% des cas, il y avait des manifestations extra-digestives, par exemple l'arthrite. Ouais. On a une raison, on sait pourquoi ? Maladie inflammatoire, vous le disiez tout à l'heure, maladie inflammatoire, donc localisation inflammatoire sur la peau, dans les articulations, dans les yeux, l'uvéite. Ça tout à fait des signes assez classiques d'association. Cela dit, trouvez-moi une pathologie où aujourd'hui on n'amène pas l'hypothèse inflammatoire, ça devient difficile de retrouver. Hein. Non, la caractéristique de la maladie de Crohn, excusez-moi de vous couper, c'est la présence de lésions au niveau anal. Oui. C'est-à-dire que ça, c'est assez spécifique de la maladie de Crohn, qui sont donc et principalement soit des ulcérations, comme un peu nos aftes, mais en un peu plus grand, des excroissances, ou tout ce qui est phénomène de suppuration, c'est-à-dire d'infection de fistule. Et ça, la présence de ça, plus d'une diarrhée chez quelqu'un qui a 20 ou 30 ans, ça doit alerter tout de suite nos confrères. Bon, on a bien évidemment toujours la composante stress qui est mise en avant, mais comme un peu partout, dirons-nous. En revanche, les médicaments qui abîment l'intestin, en particulier les anti-inflammatoires, ont un rôle dans le déclenchement de... Non, dans le déclenchement, en tout cas, aucun facteur de risque, c'est des facteurs aggravants d'une maladie déclenchée. Voilà, mais pas... Alors, quand est-ce que le médecin généraliste doit passer la main ? C'est-à-dire, parce que là, on l'a vu, c'est toujours un peu frustre. C'est-à-dire qu'il faut avoir la coloscopie facile ? Dès lors que les symptômes deviennent chroniques, persistants, récidivants, qu'un patient est adressé vient 2 fois, 3 fois voir son médecin généraliste, on pense qu'il faut qu'il aille voir le spécialiste, qu'il ait un œil de spécialiste sur le sujet. C'est parfois très complexe, une maladie de Crohn, ça peut être très difficile à diagnostiquer, et donc il faut savoir avoir recours aux aides, aux examens d'imagerie, aux examens biologiques qui vont nous aider à orienter. On peut peut-être commencer par les marqueurs biologiques, c'est peut-être un peu moins cher que de faire des coloscopies à tout le monde. Ouais. Il y a des marqueurs typiques de ces maladies ou pas ? Inflammatoires. Donc les marqueurs, la CRP qui monte, qui reste élevée, c'est un petit peu dans un contexte de diarrhée, ou même de colopathie, on doit se poser des questions. Ça ne va pas bouleverser. Non. Pas. Alors, la modernité voilà, c'est ça, c'est ce que vous alliez dire, c'est la calprotectine fécale. Malheureusement, c'est ce test-là, la calprotectine fécale. Alors la calprotectine fécale, c'est une protéine qui est sécrétée par les globules blancs, donc les cellules inflammatoires de la paroi du tube digestif. On en a donc tous un tout petit peu dans nos selles. C'est un dosage qui est facile à faire parce qu'il n'est pas sur un débit, mais uniquement sur une quantité. Donc il suffit de faire un échantillon pour mesurer une concentration. Il faut déposer un peu de sel au laboratoire qui va mesurer la concentration en milligrammes par gramme de sel de calprotectine fécale. Alors, le problème essentiel, et les instances gastro-entérologiques se battent pour ça, c'est que c'est actuellement un examen qui n'est pas remboursé, qui coûte entre 40 et 60 € à peu près, mais qui peut faire l'économie d'une coloscopie chez quelqu'un qui a des douleurs intestinales. Et une calprotectine fécale strictement normale et basse rend le diagnostic de maladie inflammatoire peu probable. Quand on sait qu'avec le décollage du génome, on est passé d'$1 milliard à 70 € aujourd'hui, on peut imaginer que ça peut descendre. Mais est-ce que ça veut dire qu'on pourra... ça pourrait être des situations de prévention, de dépistage précoce ? Si on a... Ça peut aider à orienter vers la coloscopie. Parce que, est-ce que ça peut être le témoin d'une maladie débutante et que non. Non, c'est pas trop utilisé comme ça. C'est utilisé comme un marqueur d'inflammation de l'intestin. Donc on se dit qu'il y a une colite, il y a une entérite. Parce que vous dites qu'il y a une compensante héréditaire certaine. Est-ce qu'il y a des familles de Crohn et de... Ça fait partie de notre interrogatoire. Devant des symptômes un peu atypiques, une des questions, ça va être est-ce que dans la famille, un cousin, etc., vous avez une maladie de Crohn ? Et on dit 20% à peu près. Eux, ils se surveillent. C'est généralement quand on a eu des Crohn dans la famille, non ? Ils sont plus angoissés, plus anxieux. Je suis arrivé le plus vite à nous. En tout cas, il ne faut pas diaboliser les examens endoscopiques, parce que ça reste quand même des examens qui sont extrêmement simples. Il y a plus d'1 200 000 coloscopies qui sont faites par an. Et il faut probablement faire
moins de coloscopies à un petit nombre d'individus et en faire plus à plus de gens. D'autant plus que ça ne sert pas que à la maladie de Crohn et que vous êtes bien placé pour savoir que vous apprenez beaucoup de choses. Alors bon, c'est pas une fois la coloscopie débutée, le diagnostic est évident, facile, immédiat pour quelqu'un d'expérimenté. En moyenne, si quand même. Alors, soyez d'accord là. Alors oui, moi je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où on a des Canada Dry. Il y a beaucoup de colites, il y a beaucoup d'inflammations, de plein de causes bactériennes, infectieuses, médicamenteuses, qui peuvent mimer une maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Donc le diagnostic ne doit pas être trop rapide. Ces aftes, vous les voyez ou... On les aftes, on voit des ulcérations, on voit des plaies, on peut voir... Voilà. Alors après, sur des maladies typiques de maladie de Crohn, oui, là je vais vous dire formelles, il y a des lésions très typiques, etc. Mais sur une colite un peu atypique, un peu inflammatoire, un début un peu récent, une histoire pas évidente, moi je pense qu'il ne faut pas donner ce diagnostic, il faut laisser le temps au temps. Je pense que les jeunes gastro-entérologues doutent un peu, ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui a votre expérience. C'est-à-dire que... Voilà. Non, là où je suis assez d'accord, c'est que paradoxalement, ce n'est pas un diagnostic d'urgence. Très souvent, lorsque le diagnostic a été évoqué par un confrère généraliste parce qu'il nous a écoutés ou parce qu'il a lu, il s'est dit vous avez peut-être une maladie inflammatoire, c'est très anxiogène, surtout si dans la famille il y a un antécédent, et donc on veut avoir rapidement un diagnostic. Et c'est une petite difficulté pédagogique d'expliquer qu'il existe des lésions inflammatoires qui expliquent les symptômes, mais que la nature même de la maladie peut nécessiter l'échelle du temps pour être affirmée et donc ne pas se précipiter sur des traitements inadaptés. Vous avez besoin de faire une biopsie pour confirmer ou pas? Vous la faites au décours de l'examen ou pas? C'est systématique, ça. Systématique, c'est obligatoire. Et ça vous donnera des signes là, le diagnostic sera encore d'autant plus évident? Ça donne des arguments, et là aussi, je mets du doute, ça donne des arguments en faveur, mais souvent, le compte-rendu dit inflammation chronique sans preuve du diagnostic. Parce que le diagnostic repose en fait sur un faisceau d'arguments. Il n'y a pas une prise de sang, une analyse, fût-elle la calprotectine, qui permet d'affirmer le diagnostic. La clinique, c'est pour ça que vous avez inventé la défécographie, je ne savais même pas que ça existait. Non mais c'est pas utilisé pour ça. L'IRM fonctionnel? Non plus. Alors l'entéro-IRM pour étudier l'intestin grêle qu'on ne voit pas bien en endoscopie, donc qui permet parfois de voir des lésions, effectivement. Et alors ça, c'est le truc qu'on nous montre sans arrêt dans les congrès, la gélule caméra, que j'ai vu dans tous les congrès de gastro, mais que j'ai encore jamais vu utilisé dans un cabinet de gastro-entérologue, c'est pour aller voir s'il y a une inflammation du grêle, par exemple? Oui, alors ça c'est très utilisé. C'est très utilisé. C'est très utilisé, mais par rapport aux bénéfices qu'on en attend. C'est-à-dire qu'au final, ça s'adresse à peu de patients. Mais c'est un examen qui désormais est remboursé, est devenu routinier. Il y a des gastro-entérologues qui se sont équipés et qui le font en routine. L'objectif, c'est effectivement une espèce de grosse gélule que les gens avalent. Pas si grosse que ça d'ailleurs. Oui, pas. C'est bête, j'aurais dû en amener. J'en ai plein dans tous les congrès, on nous en distribue. Et ça permet par télémétrie de diffuser des images et ça permet de faire le diagnostic pas tellement dans le début de l'intestin grêle, heureusement c'est celui auquel on a accès en endoscopie, plutôt dans sa partie plus distale, avec une spécificité, une sensibilité très élevée. Ça ne permet pas de biopsie, mais ça permet de diagnostic. C'est le seul moyen de se promener dans l'intestin grêle. Tout à fait. Et vous la dirigez avec un aimant ou elle suit Elle suit le mouvement naturel. Bon, écoutez, on a fait le diagnostic. Maintenant, on va voir comment on va traiter. Alors, un mot sur l'évolution. C'est quelle durée l'évolution d'un Crohn? La maladie de Crohn, c'est une fois qu'elle est diagnostiquée, on dit que c'est une maladie à vie. Donc un patient, et ça fait partie de la difficulté avec nos patients, il n'y a pas de guérison de cette maladie. Il y a des mises en rémission, il y a des rémissions prolongées, il y a des maladies qui s'éteignent, mais on considère qu'un patient qui a été porteur d'une de ces maladies-là est malade à vie. Et d'ailleurs, c'est indispensable qu'ils le comprennent pour le suivi, parce qu'il y a un risque de cancer au long cours. Qui est associé à la durée de vie de la maladie, justement. Dans tous les cas, la qualité de vie est altérée ou c'est très variable selon les patients? Alors, la qualité de vie est altérée par la nature même de la maladie, c'est vrai. Que ça rentre dans nos critères thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est l'un des objectifs thérapeutiques, et que la qualité de vie est un peu dissociée de la topographie ou de la lésion, parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent. C'est-à-dire finalement, les gens sont assez extraordinaires, arrivent à s'habituer à beaucoup de choses, mais il faut les accompagner, et donc on a pour cette aide, il y a bien sûr nos traitements, mais on a également des infirmières dédiées, de l'éducation thérapeutique, les associations de patients, parfois d'autres patients qui sont des patients référents,
qui aide les patients pour les prendre au jour le jour, pour le questionnement, et ça améliore significativement la qualité de vie, bien que parfois la maladie reste au même niveau d'activité. Notamment parce que ce sont des gens qui ont entre 20 et 30 ans, et qui, de ce fait, ont des projets de vie qui ne sont pas forcément ceux d'une maladie de Crohn. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit quelque chose de très important, qui était de dire, voilà, c'est vrai que c'est une maladie à vie, mais il ne faut pas l'affirmer trop vite et trop tôt, parce qu'on voit des gens qui peuvent sortir de nos cabinets de consultation et qui reviennent complètement effondrés d'un diagnostic qu'ils imaginent bien plus sévère que ce que ça va être. Quand ils vont se promener sur Internet, ils ont aussi les mêmes surprises, Antoine Blin. Oui, je voulais dire aussi que c'est des maladies éminemment variables d'un malade à l'autre. Et vous pouvez avoir une maladie bénigne. Vous pouvez avoir d'emblée on ne peut pas le savoir d'emblée, mais avec le temps, on peut se rendre compte. Non, mais je veux dire, vous avez parfois des malades qui sont diagnostiqués, qui arrivent et qui sont dans une forme majeure. Exactement, il y a des formes dites fulminantes des maladies. Il y a des malades qui arrivent à la chirurgie en quelques jours, quelques semaines. Donc c'est effectivement dans des formes gravissimes. Mais c'est éminemment variable d'un patient à l'autre. Et le rôle de l'expert, c'est justement de percevoir le mode évolutif de la maladie pour adapter le traitement. Vous avez dit que ça évolue par poussée, espacée de façon, on ne peut pas le savoir, ou en règle générale, en mois, en années, on ne sait pas. C'est un grand débat, les poussées. Il y a une tendance actuelle qui est de dire qu'en fait c'est une maladie destructrice comme une polyarthrite peut l'être pour les articulations, avec un intestin qui s'abîme en permanence et que les poussées sont que le retentissement visible, entre guillemets, d'une chronicité de la maladie. Mais c'est débattu et ce n'est pas vrai pour tout l'intestin. Il y a des périodes de rémission complète, effectivement. J'ai bien compris qu'on ne peut pas en guérir, ce que vous nous avez dit. Les complications, c'est quoi ? Je ne parle pas des poussées, hein. Les complications qui nécessitent Alors, différentes pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. La maladie de Crohn, c'est une maladie qui a une capacité fistulisante, donc de perforer l'intestin. Donc, Philippe en parlait pour les lésions périnéales, les suppurations périnéales, les fistules sur tout l'intestin. Donc c'est essentiellement des complications de fuite d'infection. Et puis il y a un risque de sténose au long cours dans la maladie de Crohn avec des rétrécissements de l'intestin qui obstruent l'intestin, donc qui nécessitent la chirurgie. Et pour ces deux maladies, il y a un risque de cancer au long cours. On doit être vigilant, donc quand quelqu'un, un patient qui a cette maladie, c'est une surveillance annuelle. Qu'est-ce que vous conseillez, vous Soit c'est le généraliste qui manifeste un moment qu'il a l'impression que c'est en train de s'aggraver, ou vous dites c'est une coloscopie tous les 2 ans Il y a 2 arguments pour le suivi gastro-entérologique. Je ne veux pas systématiquement plaider pour notre chapelle, mais le premier argument, c'est que c'est bien qu'il y ait un suivi qui se fasse de façon un peu régulière, annuelle ou bisannuelle, parce qu'on connaît le patient, on sait où il en est, et si à un moment ou un autre la maladie s'accentue, ben voilà, on a un référentiel. Vous dites suivi biannuel, c'est-à-dire 2 coloscopies par an? Non. Suivi, c'est une consultation, ou une prise de sang, ou, la vérification du traitement, de la bonne observance. Qu'est-ce que vous allez voir? Ça, le généraliste peut le faire, il n'a pas besoin de vous Alors, avoir. le problème, c'est que quand on nous appelle après en urgence en disant ça ne va pas, eh bien c'est très difficile de reconstituer l'histoire des 4-5 dernières années. Qu'est-ce que vous avez pris? Est-ce que vous l'avez pris? Avec quelle observance? Donc ça ne veut pas dire que... Les médecins qui ont des dossiers bien faits, hein. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit que de toute façon, c'est bien qu'il y ait un contact parce que compte tenu de leur charge de travail, ils n'ont pas le temps de tenir le gastro-entérologue référent au courant. D'accord. Et en termes de coloscopie, plus la maladie est ancienne, plus on va rapprocher le rythme de surveillance, puisque le risque de cancérisation, qui reste supérieur à celui de la population générale, mais qui n'est pas non plus une menace effrayante, mais c'est quelque chose pour lequel il faut être effectivement, comme le disait Antoine Blin, très vigilant. Ce risque augmente avec l'ancienneté de l'évolution et éventuellement le mauvais contrôle de l'inflammation. Donc on a tendance à rapprocher les examens plus la maladie est ancienne. Je pense que, d'accord avec ça? Tout à fait d'accord. Pour le suivi, j'allais dire un autre truc, là aussi pas du tout contre les généralistes, mais c'est vous êtes rendu compte, c'est une maladie qui nécessite une technologie importante, qui nécessite l'IRM, qui nécessite le scanner et qui nécessite une expertise parce que c'est très difficile, une fois de plus, à diagnostiquer, à évaluer. Et je dirais même plus que gastro-entérologique, probablement gastro-entérologique spécialisé. C'est qu'on commence à être dans des maladies de spécialistes. Alors on va traiter, au moins si ça ne guérit pas, ça ralentit la maladie, ça soulage la douleur? Ça soulage. Oui, alors le traitement. J'espère quand même là. Le traitement, c'est de ramener nos patients qui sont en situation très inconfortable
a une vie normale. Et moi, c'est l'argument que je dis au début. Je dis, l'objectif, ça va être de manger et vivre normalement. La maladie et si est possible, là, mais de vivre avec. Vivre avec. Ouais. Donc soulager la douleur et les symptômes, je suppose, c'est important. Ces gens qui vivent avec un régime alimentaire à vie. Alors, ouais. Non, alors oui, c'est ça, l'objectif c'est de leur donner une qualité de vie, de leur faire un peu oublier leur maladie. On peut l'éteindre comme les gens qui ont une polyarthrite qui, au bout d'un moment, ont toujours la maladie et les déformations, mais finissent par mener une vie articulaire subnormale. Surtout qu'il faut imaginer, et c'est pour ça que la réflexion d'Antoine Blin est importante sur la vie spécialisée, il faut imaginer les patients, pas au moment où on les voit, mais toute leur existence durant. Or, à l'âge où on fait les diagnostics, il se passe des choses importantes. Il se passe des choses, on rencontre, enfin je ne veux pas être normatif, mais on rencontre son conjoint. Quand on est une femme, on fait ses bébés. Quand on est étudiant, on passe ses examens. Donc tout ça, ce sont des éléments avec lesquels la médecine doit le moins interférer pour permettre cette vie normale. C'est aussi un des critères, indépendamment de permettre de manger normalement, de ne pas avoir de diarrhée, de ne plus avoir de douleur et de ne pas se trimballer. Et finalement, ce qui est le plus difficile à traiter là-dedans, ce sont probablement les lésions anopérinéales, parce que dans ce domaine-là, on dit souvent que le médecin est peu efficace et le chirurgien dangereux. Et donc il faut... voilà. Les médicaments, donc avant de parler des biothérapies, je suppose qu'au début, rhumatisme inflammatoire, on a donné des anti-inflammatoires. Alors ça peut paraître paradoxal vu que vous dites que les anti-inflammatoires abîment l'intestin. Ouais. C'était une espèce de poker qui se passait au niveau thérapeutique avant les biothérapies. Avant les biothérapies, on n'avait pas beaucoup d'options. On a fait comme dans toutes les maladies inflammatoires, on a donné des corticoïdes à forte dose. Et dans le tube digestif, on donnait des corticoïdes et pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que ceux-là sont toxiques pour le tube digestif. Et on n'avait pas beaucoup plus que ça. Puis est arrivé l'ère de l'Immurel, des immunosuppresseurs, qui, grâce au greffé d'abord, c'est en traitant les greffés qu'on s'est rendu compte qu'on guérissait les maladies inflammatoires avec ces médicaments-là, en tout cas qu'on les améliorait, qu'on les mettait en rémission. Et puis sont arrivées les biothérapies. En gros, la révolution, c'est l'arrivée des biothérapies début des années 2000. Vous êtes dans l'héritage du traitement des polyarthrites rhumatoïdes, des spondylarthrites ankylosantes. Je trouve qu'on a mis beaucoup de temps avant de les essayer dans les maladies, dans les Mickey. Pourquoi ? Il y avait une raison de ne pas tenter On a commencé assez vite, en 98-2000, les premières l'histoire des biothérapies. Ouais, c'est vrai, ça a été plus rapide pour la polyarthrite. Ouais, c'était lié aux quantités de patients, c'est que les premières études, il y a beaucoup plus de maladies rhumatologiques que de gastroentérologiques. Vous en avez 250 000. Maintenant, on commence à en avoir beaucoup. C'est pas plein. Et je ne sais pas, peut-être un petit peu de tendresse, je ne sais pas très bien. Même efficacité spectaculaire que dans la polyarthrite ? Ah oui, on a avec les biothérapies, on a des patients qui arrivaient dans un état vraiment sévère, auquel les corticoïdes, avec tous leurs effets secondaires, nous laissaient parfois dans une impasse. Et on a vu des patients qui se sont améliorés dès la première injection de biothérapie, chose qui, pour nous, qui l'avons vécu, était totalement nouveau. Quoi. De la même façon qu'on a vu des articulations redevenir normales, détruites, là, c'est la même chose, avec des effets secondaires indéniables, comme avec les biothérapies, non ? Les biothérapies ont comme effet secondaire principalement que dès l'instant où elles agissent sur la cascade inflammatoire, alors là, on ne voit l'inflammation que sous un effet négatif. L'inflammation, c'est un élément qui permet de se défendre contre les infections, et lorsqu'on le bloque, ça favorise effectivement les infections. Et donc, le principal bilan qui doit être conduit avant la mise sous biothérapie est une recherche de toute infection latente, tuberculeuse, virale, pour le... Là encore, c'est un traitement de spécialiste qui l'institue. Ah, pour les biothérapies, oui, ça clairement. C'est des cures ou des traitements continus ? Ce n'est plus que des traitements continus. Quand on débute une biothérapie, c'est pour le maintenir. C'est des maladies qui sont chroniques, qui ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Et ces biothérapies, c'est des bloquantes du mécanisme inflammatoire et donc pas d'action. Il n'y a pas de fenêtre thérapeutique, c'est ad vitam aeternam. C'est la grande discussion et la grande évolution récente, c'est de réfléchir en fait sur quand peut-on arrêter. C'est vrai que quand on commence un traitement à 20 ans ou à 15 ans ou à 18 ans. Dans la polyarthrite, c'est ce qui s'est passé. Exactement, on va y venir. On est en train de mettre en place en fait des signes de rémission profonde qui montrent qu'une maladie s'éteint suffisamment longtemps pour pouvoir envisager une interruption, et on essaie de comprendre pour quel patient on peut le faire.
Oui. Les deux éléments qui sont en complément, c'est qu'on avait une stratégie jusqu'à présent qui était essentiellement dédiée à celle de la maladie de Crohn, qui était une technique de descendante. C'est-à-dire qu'on voulait taper fort pour essayer de soulager progressivement les malades, une stratégie donc qu'on a dit step down, parce que c'était un acronyme anglais qui a été utilisé. Ça, c'était la première chose qui continue à être vraie, et sous l'influence de l'efficacité initiale de ces traitements. Et actuellement, comme on se dit qu'on tape peut-être un peu trop fort quand même, c'est par un espèce de suivi dans lequel la biologie très rapprochée, la calprotectine, la surveillance, l'endoscopie au moindre doute, on va pouvoir recueillir les données de la rémission profonde pour nous permettre éventuellement d'en arrêter certains. Ça, c'est vrai que de temps en temps... Oui, un dernier point. Et oui, il y a des arguments assez forts d'ailleurs pour dire que plus on prend tôt ces patients et plus au moment du diagnostic, on traite fortement et puissamment ces traitements et ces maladies, et plus on a une chance de les mettre en rémission profonde et prolongée. Un peu comme pour les rhumatismes d'ailleurs. C'est donc un argument pour nos confrères généralistes de ne pas hésiter, s'ils ont le moindre doute, à confirmer ou pas le diagnostic et non pas à temporiser, parce que si ce n'est pas une urgence, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même une destruction qui se fait sur laquelle on ne peut pas revenir après. Alors avant de passer à vos questions qui sont arrivées, on m'en voudrait, avec un spécialiste du microbiote, de ne pas parler de transplantation de flore intestinale dans les Mickey. Ça a été essayé. Il y a greffe fécale, de matière greffe fécale. fécale. Alors la greffe fécale, il faut bien comprendre, parce que nos confrères généralistes qui nous écoutent vont avoir des questions par leur médecin, parce que leur patientèle qui lit. On en parle beaucoup. Oui. On leur en parle beaucoup. Alors on a l'impression que c'est extrêmement simple. Il y a évidemment des systèmes mercantiles qui se sont jetés sur le système et qui vendent des gélules fécales par Internet. Enfin, c'est dramatique ce qu'on trouve. La greffe fécale, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut nettoyer le microbiote naturel, il faut l'étudier, il faut sélectionner un microbiote. Il faut vérifier qu'on ne va pas injecter des phages ou des virus délétères. Moyennant quoi, il y a effectivement des protocoles de recherche dans certaines formes assez résistantes de Crohn où on essaye de voir ce que le microbiote, il y a quelques publications, le microbiote a fait. Alors les résultats sont encourageants, mais il y a toujours un biais qui tient au fait qu'on s'adresse à des formes qui sont elles-mêmes déjà très résistantes. On va essayer au début. Vous vouliez dire un mot ? Quelques résultats positifs, très peu, mais quelques résultats positifs récents dans la rectocolite hémorragique uniquement. D'accord. Allez, on va passer à vos questions. Alors, première question. Une femme qui souffre de Mickey peut-elle avoir des difficultés pour avoir des enfants ? Et est-ce que ce sont des grossesses à problème ? Alors, oui. Donc, pour avoir des enfants, a priori, non. Elle n'a pas plus de difficultés pour avoir des enfants. Donc, elle peut avoir des enfants. C'est des grossesses à très haut risque, notamment quand la maladie est inflammatoire. Parce que quand on est en poussée, en fait, ça fait des enfants hypotrophiques qui naissent rapidement préterme. Et donc, il y a un risque à la fois pour la mère enceinte, etc. Et donc, nous, l'avis du spécialiste, c'est de prendre en charge la maladie de manière agressive pour l'éteindre au maximum avant d'envisager une grossesse. La lune de miel de la grossesse, c'est pas le cas. Donc. Ça peut l'être. Alors curieusement, c'est comme souvent dans les maladies inflammatoires, on sait que certaines de ces maladies-là s'éteignent pendant la grossesse. Un tiers environ peuvent s'éteindre pendant la grossesse. Alors, un confrère nous dit, il y a une dizaine de jours, l'INRA, à grand renfort de presse, a lancé un fromage contre les maux d'intestin de la maladie de Crohn. Fake news ou pas ? Tu l'as entendu parler ? Oui, j'ai pas d'opinion là-dessus. Pas d'opinion, c'est l'INRA quand même. Oui, c'est intéressant, c'est des bactéries. On est dans l'idée du probiotique, et donc sur le papier, ça nous ferait plaisir. On aimerait bien trouver une alimentation. Espérons qu'on ils font pas un fromage pour faire leur beurre. Oui, c'est ça. Ah oui, alors là, c'est long à lire, mais nous essayons de mettre en place des perfusions en ambulatoire et un accès facilité à des infirmières spécialisées et surtout formées à cette pathologie. Nous sommes un service spécialisé dans les Mickey. Nous avons réduit de 70% les hospitalisations. Je voulais partager cela avec mes confrères français. C'est un mail qui nous vient du Canada. Ouais. On l'a pas ça en France ? Si, tout à fait vrai. Alors moi, vous disiez que j'étais un jeune gastro-entérologue, mais je ne suis plus si jeune. J'ai vécu toute cette période. Le début de ma formation, les patients étaient hospitalisés. Ils étaient des semaines en nutrition entérale, en nutrition parentérale. Et ces biothérapies dont on a parlé ont modifié la vie de ces patients-là. Ils sont traités en hôpital de jour au maximum quand ils viennent à l'hôpital et très peu en hospitalier, sauf complications. Donc nos amis canadiens ne font pas mieux que vous, mais c'était bien de signaler qu'au moins ça existe là-bas. Et il y a des unités spécialisées Mickey, il y en a de plus en plus en France ? Ah oui.
Ouais. Oui, en fait, c'est dans des unités de gastro-entérologie, il y a un sous-groupe de gastro-entérologues qui sont très investis, de la même façon qu'il y en a qui vont être très investis dans la prise en charge des lésions anopérinéales, il y en a d'autres qui vont être très investis dans la prise en charge des MICI. Ça, c'est vrai qu'il y a besoin de cette expertise. Et cette expertise a un intérêt, c'est qu'elle est partagée. C'est qu'à ce moment-là, ça constitue des réseaux. Et de temps en temps, même quand on a un peu l'habitude, on aime bien avoir l'avis des autres parce que c'est très multiparamétrique. Quelques réactions sur les vidéocapsules où j'ai semblé en sourire alors que ça rendait service. Bon, ça on l'a dit, il n'y a pas de problème. Dernier point, je voudrais signaler qu'il existe une web-série visible sur YouTube qui fait un carton. Ça, je vous le confirme, j'ai vérifié. Certes, il y a un labo derrière, mais c'est plutôt très bien fait. Vous avez notion de ça, de cette web-série ? Oui, effectivement, c'est les associations de patients en fait qui font ça. Il y a un labo derrière quand même. Hein. Pour le financement. Bien sûr. Il y a un labo derrière, c'est toujours un peu l'ambiguïté. Non, mais c'est pas une ambiguïté. Lien d'intérêt ne signifie pas forcément conflit d'intérêt. Tout à fait, mais c'est mieux en le signalant. Quoi, je veux dire. Ça, il faut le dire de toute façon. On pourrait se demander comment les associations de patients peuvent avoir des sous. Des sous pour faire c'est une production très ambitieuse. Hein. Je suis allé le voir moi il y a quelques semaines et c'est très bien. Bon, écoutez, il est à peu près le temps de conclure. Je vous demandais à chacun une conclusion. On commence par vous. Oui, par le jeune. Pour moi, globalement, beaucoup d'optimisme pour avoir vécu la traversée de ces années noires où il n'y avait vraiment rien et s'être rendu compte de l'intérêt qui est porté sur ces maladies, dans l'évolution, la recherche. Donc pour les patients en tout cas et pour les médecins, je trouve que c'est une maladie passionnante et qui pousse à l'optimisme. On n'a pas parlé, mais il y a 4 études récentes de nouvelles molécules avec de nouveaux mécanismes d'action positifs qui arrivent dans cette maladie-là. Des nouvelles biothérapies même des molécules qui ne sont plus des biothérapies. Donc on revient à des petites molécules qui agissent par d'autres modes, mais qui ont des résultats similaires aux biothérapies. Donc c'est passionnant, il y a des actions sur les marqueurs inflammatoires qui augmentent. Donc franchement, l'optimisme règne dans notre domaine, même si malheureusement, on ne soigne pas tous les patients. On ne soigne pas tous les patients, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on va les mettre en rémission constante, ce qui est quelque part une autre définition de la guérison ? Vous y croyez, vous, Philippe Godberge ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux généralistes qui sont confrontés à ces patients ? C'est effectivement, ce message, il ne faut pas que ce soit un message noir qu'il délivre aux patients. L'interrogation que l'on a, c'est sur l'augmentation de la fréquence de cette maladie, qui fait j'espère que, je ne sais pas si je finirai ma carrière de vieux gastro-entérologue, merci Monsieur Lemoine, sur ce point-là, mais on voudrait qu'au plan épidémiologique, il y ait une explication qui ressorte. Le microbiote est une piste, l'environnement en est une autre, mais au moins déjà, pour rendre service à nos patients, on dispose de plus en plus de molécules dans les tuyaux qui vont être effectivement très efficaces. Avec des prises par la bouche, même. La semaine dernière, nous avons fait une émission sur le cancer du pancréas. Je vous assure que c'est pas facile. Non. C'est pas facile de faire une émission. On ne pas que justement Crohn ou pendant très longtemps mauvaise réputation. Là aujourd'hui, on peut quand même donner un peu plus d'espoir de vie normale, c'est ça que je veux dire. Franchement. Pour défaut de guérison. Tout à fait. C'est très bien. Cette émission est terminée. Merci, chers confrères. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Axel Kahn, le célèbre généticien qui viendra, au moment où on parle beaucoup de bioéthique, nous donner son éclairage sur quelques dossiers chauds, et on connaît son talent. Je vous rappelle l'adresse mail des Jeudis de la Formation pour vos commentaires et suggestions et vos questions, jdflemoine@gmail.com. Alors pour voir nos émissions ou en faire profiter des collègues ou des amis, il suffit d'aller maintenant sur YouTube et voir la chaîne Fréquence Médicale. C'est très simple. N'oubliez pas de liker, pouce levé, c'est cela qui fait monter l'audience. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous et en attendant de vous retrouver, surtout, portez-vous bien.